Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Follow Your Star. Ici c'est Romaric et aujourd'hui je suis avec deux invités de marque. Je voulais vous présenter les gars. À toi l'honneur. Alors, ravi d'être là, hein, une fois de plus. Une fois de plus, Raner Karpel, donc coach et consultant spirituel. Et voilà, c'est toujours un honneur pour moi d'être invité de nouveau par toi, Romaric. Et voilà, et enchanté de te rencontrer du coup. Ouais, enchanté, toi aussi Rainer. Hein. Moi c'est Tommy, je m'appelle Tommy, voilà, j'ai 25 ans. J'ai connu Romaric il y a quelques semaines et je me retrouve ici. Donc, je vais pas dire surpris, parce que des fois, voilà, la vie, c'est comme ça. On fait des rencontres inattendues et on se retrouve à des endroits inattendus. Donc, je te remercie du moment qu'on va passer ensemble. Et puis voilà, pour moi. C'est un grand plaisir, les gars. Vos réseaux s'afficheront en barre de description et sous la vidéo. Alors, les gars, le thème d'aujourd'hui, c'est la barre de la trentaine. Et je vous le dis tout de suite, il y a un infiltré parmi nous aujourd'hui. Bon, je vous laisse deviner, mais je pense que vous allez vite trouver. D'habitude, je ne prépare pas mes vidéos, mais là, j'ai écrit un petit truc pour marquer le coup. C'est quand même la vidéo qui parle de la trentaine. Là, ça nous touche en plein cœur. Ça fait mal. Donc, je vais vous lire mon petit texte. Alors, si tu as joué à la Nintendo 64, à la GameCube ou à la PlayStation 1, que tu as connu le bouton Wiz sur Messenger, que tu as joué sur Abo Hotel, que tu as eu un Skyblog, que tu as chanté Elle me contrôle de Mac Pokora, ou alors Sexy pour moi de Tragédie, et que tu as connu les heures de gloire de Jams, alors mon pote, félicitations, tu es né dans la meilleure décennie du 21e siècle. Le problème, c'est que t'es vieux maintenant, mon gars. Ou alors t'es comme moi. Tu viens d'avoir 30 ans. J'ai 30 ans en octobre dernier. Ou alors tu commences à flirter tout doucement avec la trentaine et ça commence à te piquer un peu. Je ne sais pas dans quelle position tu te retrouves en ce moment. Mais en tout cas, force à toi. Force à nous. Je sais que c'est dur. J'ai le crâne qui se dégarnit là et je sais de quoi je parle. Et c'est même pas les soucis, hein, c'est vraiment la calvitie, les gars. C'est la calvasse, c'est dur. De toute façon, j'ai de l'avance sur toi. T'as un an de plus que moi, donc... c'est normal. Ça va. Alors les gars, sans plus attendre, je vais vous mettre dans la sauce dès le début. Direct, hein. Je vais vous mettre dans la sauce dès le début, vous n'êtes pas prêts. En tout cas, cool l'intro. Excusez-moi, je t'interromps, mais cool l'intro. Merci, ça fait plaisir. Je l'ai écrit tout à l'heure en 10 minutes dans la voiture. Je me suis dit, non, il faut quand même marquer le coup. Non, très nostalgique. Nintendo 64, c'était une sacrée console avec Mario, tout ça, c'est lourd. Je peux pas dire, t'as trop connu toi aussi, frère. C'est mon infiltré du coup. Le gars m'a démasqué. Ah merde. Je t'ai cramé. Alors, je disais, je vais vous mettre dans la sauce. J'ai créé, je sais pas comment on appelle ça, une petite... Oula, faut que je parle là. Une petite rubrique ou... voilà, on va dire une petite rubrique que j'ai appelée la rubrique réaction. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer une vidéo et vous allez vous mettre dans la peau du personnage que je vais vous donner et vous allez réagir à la vidéo que je vais vous montrer. C'est clair ou pas? Alors du coup, je vais te montrer une vidéo. Moi, je montre une vidéo. Ouais. Et on va prendre le personnage que tu nous montres, c'est ça? Non. On va réagir seulement. Voilà, on va réagir. Comme si on était dans sa peau. Comme si vous étiez dans la peau du personnage que moi, je vais vous dire. Ok. Prêt? Ok, ouais. Ça marche. Est-ce que vous comprenez un peu... Ah non, c'est pas en anglais. Il y a un peu de franglais. Vous comprenez un peu l'anglais? Franchement, très moyennement. Bon, c'est une vidéo, c'est la vidéo d'un podcast canadien. Ils font un peu du franglais, mais en vrai, on comprend plutôt bien. Ok. Je vous mets ça au milieu. Hop. Je monte le son. Alors, ceux qui regardent en vidéo, je vais essayer de faire un insert pour que vous voyez aussi. Mon sexe vraiment violent. Mais genre violent, pas cute, genre. OK, yeah. Genre uppercut, broken rib, tympan percé. Mais oui. Moi, je suis you. Il y a le nombre de fois où est-ce que je pouvais pas aller travailler parce que j'ai des bleus dans la face. Ouais. Genre, ma face est bruised, puis je suis comme shit. Ton père, c'est ça? Bon, est-ce que t'es malade? Oui, c'était malade. Est-ce que t'es malade? Oui, j'aime les trucs violents, j'aime me faire battre. Yeah. Moi, je suis down avec ça, mais je sais pas jusqu'à quel point. Hein. Yeah. T'as mon faire battre hier. Attends, tu sais que j'ai vu de la pointe l'autre jour, ça m'a fait penser à toi. OK.
C'était genre un gars qui masturbait une fille avec son gun. Un gars qui masturbait une fille avec son gun. Yes. Ouais. Ok. Ça, c'est mon shit. Il y a un côté hot. Tu vois? Il y a un côté hot. Il y a- Je sais que je peux pas faire qu'un gars qui va pas me battre. Mon sexe vraiment. C'est malade. Mais genre violent. Moi, je suis choqué, moi. Alors, le jeu, c'est que vous êtes le daron de cette fille et vous venez de tomber sur la vidéo. Donc, genre, Qu'est-ce que vous lui dites? genre, moi, je suis sur le daron, je suis sur les réseaux sociaux et je vois ma fille qui dit des trucs comme ça. Ouais. Non, non, c'est trop, c'est trop. Ah, putain. Après, elle a quel âge? Ça se trouve, elle a presque 30 ans, hein, tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, Elle a mais- peut-être 27, 28 ans. Bah, en réalité, je pense que tu dois avoir... Moi, en tant que père, je pense que j'aurais un peu honte quand même. Même si après, c'est sa responsabilité, maintenant, elle est grande. Mais entendre des choses comme ça, venant de sa fille, tu vois, de sa propre chair, tu te dis, ouais, c'est particulier, hein. Ah, ça fait mal, hein. Ah, ça fait mal, hein. Tu te dis, ah, moi, j'ai éduqué ma fille belle, douce, et maintenant... Princesse, là, elle était petite, elle avait des petites robes de princesse. Et là, maintenant, regarde Là, ce elle que tu parle me de fais. broken ribs. C'est grave, quand même. Non, grave. c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça m'a tué. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, il faut que je l'enregistre, je vais l'utiliser un jour. Parce que ça me tue de rire. Ah, Et c'est toi, ouf. alors, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Si je suis son daron à elle, c'est compliqué parce qu'elle, elle est canadienne. Et les Canadiens, ils sont assez ouverts, surtout les Ouais, j'ai Québécois. remarqué. Ils sont assez ouverts, ils sont à cheval entre la culture française et la culture américaine. Et aussi aux États-Unis, c'est le pays du wokisme, il y a tout et n'importe quoi. Donc, si je suis son daron, je lui dis bon, fais tes trucs, mais évite de t'afficher parce que ça peut être utilisé contre toi à l'avenir. Alors attention, ça. si je suis son daron à elle, je ne parle pas de mon point de vue à moi. Hein. Ouais. Là, j'essaie de me mettre à la place de ce daron canadien qui peut-être est woke d'ailleurs Ouais, et qui dit ouais, il n'y a pas de problème, mais fais juste gaffe. ok. Moi, en tout cas, moi, le wok, je le veux qu'au chinois. Hein. Je vais pas dans... je vais pas dans la mentalité de ma famille, les gars. Elle est pas mal celle-là. J'en ai vu une autre petite, elle est soft celle-là, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous envoyer des uppercuts à chaque fois. Celle-là, elle est plus douce. Il dit ça et après c'est pire en fait. Il veut nous avoir. Mais non. No, do not be vulnerable with women. But you've never been in love. Women are not built to handle masculine problems. Being vulnerable with a woman is some of the worst advice that modern day women give to men, because if I sit there and I cry to you, oh my god, my life is hard, blah, 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 you might sit there and console me for a bit, but deep down you're like, you fucking bitch. And you're gonna go and find someone. not true. I know. Vulnerability is so powerful. Again, this is a common example of women saying one thing but doing another. They're saying this right now because it's politically correct to say, you can cry to me, you can be vulnerable to me, etc. But deep down, if your man came to you and was crying on your shoulder saying, I don't know what's going on, her vagina's gonna dry up, she ain't gonna wanna fuck with him anymore, she's gonna look for a stronger, more capable man, because women are designed to look for security. Alors de ce que j'ai compris, Ouais, je veux bien c'est qu'explique, s'il te plaît. finalement lui il dit que c'est le pire conseil que l'on puisse donner à un homme que de se montrer vulnérable par rapport aux autres femmes, par rapport à sa compagne. Exactement. Et effectivement, ses interlocutrices, elles disent si, c'est une preuve de force, c'est It's so powerful. powerful. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Waouh. Parce que concrètement, Alors, là, ce qu'il dit... Pardon, excuse-moi. Pour moi, se montrer vulnérable, ça dépend ce qu'on entend par là. Voilà. Parce que dans l'exemple qu'il donnait, lorsqu'il disait blablabla, ma vie est dure, etc., dans l'exemple qu'il donnait, pour moi, c'est pas de la vulnérabilité. C'est de la pleurniche, c'est tout, pur et dur. Ok. C'est de la pleurniche, il se plaignait, ma vie est dure, et gna gna gna. Pour moi, c'est pas ça de la vulnérabilité. Pour moi, de la vulnérabilité, c'est être au courant de ses faiblesses, si tu peux, et avec pour objectif de les combler si possible. Si tu peux pas les combler, tant pis, tu l'acceptes. Moi, je vais prendre un exemple simple. Je sais que les hommes grands sont appréciés. Je suis même pas sûr de faire 1m70, peut-être, quasiment. Quoi qu'il en soit, je sais qu'être petit, du coup, n'est pas forcément un avantage en tant qu'homme. Comme je ne peux pas y remédier, je l'accepte, c'est tout. Exactement. Et dans ce cadre-là, ouais, effectivement, je me montre vulnérable et j'accepte, effectivement, mes faiblesses. Mais à côté de cela, je suis pas là à pleurnicher. J'ai une compagne depuis plus d'une dizaine d'années, 11 ans maintenant. Et ben, effectivement, je suis pas Ouais, plante devant elle, quoi.
tu ne ressens pas le besoin de te plaindre à ta compagne et dire ah putain, ma vie est trop triste, je suis trop petit ou je sais pas quoi. Non, certainement pas, non. Ok, nickel. De toute façon, qu'en vrai, après, tu peux rien y faire aussi. Tu peux rien y faire. Si on parle de la taille, c'est acté. Tu pourras pas prendre des centimètres ou quoi que ce soit. C'est vrai. Alors, mon point de vue concernant la vulnérabilité, moi, je dirais qu'il faut être un peu vulnérable, mais pas trop. Ça veut dire que la compagne avec qui on va partager notre vie, etc., il faut qu'elle soit au courant de certaines faiblesses qu'on a. Faut pas qu'elle le découvre sur le tas. Si on a des faiblesses, je sais pas, par rapport à l'alcool, par exemple, j'ai quelque chose de gros, hein, mais il faut qu'elle soit au courant de cette vulnérabilité. Parce que si elle apprend sur le tas, franchement, ça peut être compliqué. Après, il y a des choses où, je veux dire, ce sera plus personnel, où personnellement, j'aimerais pas forcément partager ça avec ma compagne, mais plus avec un pote. D'accord, je vois. Ouais. J'aurais pas un exemple bien concret, mais des fois, je pourrais plus facilement, on va dire, être vulnérable, donc me mettre à nu avec un pote, parce que c'est un mec, il résonne comme les mecs, qu'avec ma femme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà mon point de vue sur ça. Beaucoup de femmes te diront que, en tout cas, ta femme pourrait te dire ce n'est pas normal, parce que je partage ta vie. Pourquoi est-ce que tu vas confier des choses aussi intimes à ton ami et pas à moi? Parce que c'est moi qui partage ta vie. C'est pas pareil. En fait, on sait pas un jour ce qui peut arriver dans la vie. S'il y a un retournement de situation, elle peut balancer ça, je sais pas, tu vois, à ton entourage, elle peut balancer ça à tes parents, parce que je sais pas, elle a une crise de nerfs ou je sais pas, elle a un truc. Elle peut te balancer ça d'un coup. Donc, je préférais prendre des reculs, être plus vulnérable envers mon ami qu'envers ma femme. D'accord. Mais ça veut pas dire que je l'aime pas. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça veut dire que des fois il y a des précautions ou des fois des choses dans la vie qui fait maintenant on prend des précautions par rapport à ce qui s'est passé. Et comment tu te sentirais si une femme à qui tu as dévoilé certains de tes traumas venait à les trahir ou à les dévoiler? Elle va me recréer d'autres traumas. Hein. Non, franchement, je serais pas bien. Parce qu'en plus, ça peut... Quand c'est des trucs intimes et qu'après, on le déballe comme ça, peut-être sur le grand public, ou ton estime de soi, elle peut être... Tu vois, elle peut t'attaquer. Ouais, donc ça peut être dur, tu peux avoir un coup moral, etc. Mais si tu n'étais pas autant vulnérable envers elle, au moins, tu aurais protégé ce trauma-là. Ouais, c'est vrai. Vous savez que c'est un conseil que mon père m'a donné il n'y a pas longtemps. C'est que j'ai revu mon père au Cameroun il y a 1 an et demi. Ouais. Et depuis, on a commencé à discuter. Et il me donne des conseils de daron, des fois, tu vois. Ouais. Et une fois, on discutait, il me disait, tu sais, mon fils, il ne faut pas tout dire aux femmes. Il faut pas dire des trucs trop qui pourraient te nuire, en fait, aux femmes. Parce que les femmes, elles sont trop émotionnelles. Et demain, si ça casse, demain, si ça marche plus, demain, si ça va mal et que c'est la guerre entre vous, gros. J'espère pour toi que c'est une bonne femme, sinon, si elle balance tout là, si t'as, je sais pas, je dis une bêtise, mais si t'as un vieux nude, si t'as un vieux nude, toi, dans une position chelou, mais t'inquiète pas que c'est dangereux, c'est dangereux. Ouais. En tout cas, c'est vrai que la question de la vulnérabilité, là, en vrai, je suis un peu d'accord avec ce qu'il a dit dans la vidéo. Parce que les femmes sont hypergames. Donc, de nature, elles vont chercher l'homme qui est plus fort, l'homme qui est un peu plus assis financièrement. Un peu, j'aime pas trop ce terme, mais le mâle alpha. Bon, j'aime pas trop le terme de mâle alpha. Mais en gros, vous avez compris l'idée. Et si t'es là, tu pleures tous les jours, façon de parler, mais si t'es tout le temps là en train d'être vulnérable, au bout d'un moment, c'est toi le leader, c'est toi un peu le visage de la force dans le couple. Si l'homme, il est faible, H24, au bout d'un moment, elle va aller chercher un qui est fort. Et c'est ce que moi j'ai compris quand j'ai regardé la vidéo. Et voilà ce que j'en pense. Je vais sûrement me faire gifler par ma meuf, mais voilà ce que j'en pense. Ça vaut le coup, mec, ça vaut le coup. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en tant qu'homme, t'es le chef de famille. Hein. C'est-à-dire que sur toi, on va dire, t'as des lourdes charges sur tes épaules.
que ce soit financier, que ce soit l'ordre dans la famille, que ce soit apporter du réconfort. L'homme, je trouve, on a une très grande responsabilité dans la famille. C'est-à-dire que si on n'a pas cette stabilité émotionnelle, je pense qu'on peut acquérir, il y en a, ils l'ont naturellement, il y a d'autres personnes qui arrivent à l'acquérir au fil du temps. Si on n'a pas cette stabilité émotionnelle, ton couple et ta famille, ça peut être, franchement, ça peut être compliqué. Ouais. C'est un peu l'homme qui fait tampon, en fait, hein, j'ai l'impression. En fait... Alors, si je devais prendre les choses de manière quelque peu spirituelle, parce que c'est quand même ma spécialité, je dirais que l'homme fait le lien entre, on va dire, les aspects plus métaphysiques des choses et les aspects plus physiques. Je vais dire, si on prend l'aspect familial, d'accord, la femme, c'est la muse. C'est celle qui inspire, c'est une créatrice, et elle est, on va dire, quelque part le pilier de la maison dans ce cadre-là. Pourquoi ? Parce qu'elle fait la jonction entre les aspects où l'homme a envie de se dépasser. L'homme a envie de se dépasser souvent pour une femme, pour sa famille. D'accord ? À mon sens, là, dans ce cas-là, une femme, si elle fait en sorte de ne pas mettre des bâtons dans les roues de l'homme en question, eh bien, ce n'est plus la femme et l'homme ensemble. C'est comme si les deux ensemble faisaient 2 + 2 égale 8. Ok. C'est une accélération incroyable. On appelle ça la synergie, véritablement. Ça veut dire... je vais prendre un exemple. Si tu prends un cheval pour lui faire tirer une charrette, eh ben, le cheval va tirer une charrette, tout simplement. Mais 2 chevaux peuvent en tirer 3. Parce qu'en fait, elles sont capables de synchroniser leurs 2 énergies. Ça fait, entre guillemets, comme une 3e énergie qui venait de nulle part. Véritablement. Et c'est là où je pense que la femme est une muse, la femme est une inspiratrice dans ce cadre-là pour l'homme. D'accord. Et l'homme est ce qui permet à la famille de faire face à la jungle du monde matériel, à la jungle de la vie. On parle d'argent, on parle de concurrence, on parle de ces choses-là. L'homme peut le faire si la femme ne lui met pas des bâtons dans les roues. Donc l'homme peut se montrer dans ce cadre-là vulnérable et lui expliquer les challenges qu'il traverse, lui expliquer les défis qu'il traverse, les situations qu'il traverse. Et la femme, elle a 2 possibilités. Soit elle le soutient, et dans ce cas-là, il va les surmonter bien plus facilement que s'il l'avait fait tout seul. Soit elle lui met des bâtons dans les roues. Par exemple, justement, en lui ressortant les fameux dossiers que l'homme lui aurait confiés. Le fameux lead. Tout à fait. À condition que l'homme ne passe pas son temps, à condition que l'homme ne passe pas son temps à se plaindre. Si l'homme passe son temps à se plaindre, quelque part, ce n'est pas justement ce fameux mal alpha. Il n'assume pas vraiment son rôle d'homme. Alors attention, quand je parle de ça, effectivement, j'ai la perception d'un homme plus traditionnel, le genre d'homme que je suis. Je peux comprendre que d'autres personnes pensent différemment, mais c'est comme ça que je le perçois personnellement. Je suis quelqu'un d'assez traditionnel et c'est comme ça que je fonctionne avec ma compagne et ça fonctionne plutôt bien. Lorsque je lui confie des choses, des challenges que je traverse, je lui explique les challenges avec le plus de précision possible en mettant le moins d'émotion possible. Ensuite, on réfléchit aux solutions. Je lui dis, écoute, je n'attends pas de toi que tu m'apportes des solutions. J'en ai déjà envisagé. Mais j'aimerais avoir ton opinion. Peut-être parce que tu vas m'aider, m'inspirer justement des solutions auxquelles je n'ai pas pensé, ou alors tu vas m'aider à préciser les solutions que j'ai à l'esprit. Quelque part, parfois, limite à ce niveau-là, elle me sert juste de caisse de résonance. Je parle, elle fait et à la fin de la conversation, je lui dis, waouh, merci à toi, j'ai vraiment éclairci mes idées. Et effectivement, la solution, je vais aller la chercher. D'accord. C'est intéressant, ça. On va fermer cette rubrique ici, parce qu'on est en train de partir sur un autre sujet. Et on va passer à la deuxième rubrique, donc les infos qui nous ont marqué ce mois-ci. Est-ce que vous avez des infos qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré ce mois-ci ? Pour ma part, c'est une info toute fraîche. Hein. D'ailleurs, il y en a 49.3 d'informations toutes fraîches. Donc oui, c'est le passage en force pour faire passer la retraite à 64 ans. Pour ma part, je suis un entrepreneur, donc ça me fait ni chaud ni froid, pour être honnête. Mais j'essaie de me mettre à la place des autres pour qui, effectivement, c'est problématique. Ils considèrent cela, en tout cas, comme problématique. Par exemple, les personnes qui vont manifester ou quoi. Ça semble être une mauvaise nouvelle parce que, effectivement, pour moi, ça va dans le cheminement du fait que
la France est en train de se déliter, la France n'est plus vraiment la France. Je pense que l'Occident, de manière globale, est en train de s'écrouler. Pour ceux qui connaissent les aspects plus spirituels, c'est la fin d'une ère. Certains appellent ça la fin de l'ère du poisson, on entre dans l'ère du Verseau. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais pour faire simple, l'Occident est voué à s'écrouler. Ah bon. Littéralement. Et ça va être l'émergence, effectivement, de pays et de continents différents. On parle de la Russie, on parle de la Chine, on parle du Brésil. Mais on parle aussi de l'émergence de l'Afrique. On sait tous que l'Afrique sera une puissance économique énorme d'ici les 50 prochaines années. Bien sûr, c'est un terrain vierge, littéralement. Et il y en a même qui disent que l'Afrique est en surpopulation. C'est faux. C'est faux. Elle est en sous-population. Surtout quand tu regardes, quand tu fais les liens avec la Chine, tu vois que l'Afrique est en sous-population. En fait, l'Afrique, elle a tout à faire. Et ça, c'est un avantage dans cette période. Et c'est là où je voudrais aussi attirer l'attention pour les auditeurs. C'est une opportunité. La situation actuelle en France est une opportunité. Pour les personnes qui n'ont pas songé encore à se lancer en entreprise, je vous invite à le faire. Après, c'est vous qui choisissez, n'est-ce pas? Et pour les personnes qui sont déjà en entreprise, continuez. Ne lâchez pas l'affaire parce que là, vraiment, vous êtes sur la bonne voie. C'est vraiment mon opinion là-dessus. Là, je pense que pour les personnes de notre génération, la retraite, faut arrêter d'y penser. J'y crois absolument pas, moi perso. C'est pour ça que j'essaie de trouver le maximum de business. Le maximum Clairement. de business pour consolider ma propre retraite parce que franchement, je ne compte pas du tout sur la retraite à ma retraite. Et toi, alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Alors on en parle énormément, tout ce qui est YouTube, Internet, etc., des articles. Ça concerne GPT-4 du coup, donc la nouvelle version de ChatGPT. Pour moi, je trouve que c'est une dinguerie. Parce que je me dis qu'on a ce genre d'intelligence artificielle, tu vois, à notre portée. On peut les utiliser pour nos business, on peut utiliser ça pour la vie de tous les jours. Et la question en fait que je me posais, c'était, si nous on a déjà tout ça à disposition, je me demande, les élites ou les militaires américains, ils sont à quel niveau au niveau de l'intelligence artificielle? Donc ça, c'est la question que je me posais. Et ouais, je pense que vraiment, l'intelligence artificielle, c'est vraiment l'avenir. Que là, on est vraiment au début. Lui parlait aussi d'une nouvelle ère, mais moi, je parle aussi là... Je pense qu'on arrive dans une nouvelle ère avec l'intelligence artificielle. C'était comme, on va dire, à l'époque, je sais pas, du train à vapeur. C'était une révolution. Ceux qui ont inventé l'avion. Au début, voilà, il y avait des phases de test, etc. Et maintenant, tu vois, c'est devenu une révolution, l'avion. Tu veux prendre l'avion pour du commerce, tu veux prendre l'avion pour voyager, etc. Et je pense que cette intelligence artificielle qu'on a là, je pense que d'ici 20 ans, ça sera monnaie courante et ce sera vraiment une révolution de fou. C'est vrai que là, la seule limite, c'est l'imagination. Parce qu'on pourrait faire tellement de choses avec. Déjà, ce qui est disponible au public avec l'intelligence artificielle, c'est incroyable. Enfin, après, il y a du bon et du mauvais. Parce qu'il y a déjà des gens aujourd'hui qui s'en servent qui s'en servent mal. Déjà, apparemment, il y a des gens qui parce que c'est hyper réaliste aujourd'hui. Et il y a des gens qui prennent des visages de personnes normales comme toi et les mettent dans des sextapes. C'est chaud. Et on croit que c'est toi, hein, genre c'est ta tête. Et tout ça, c'est fait par intelligence artificielle. C'est un truc de fou. Finalement, la femme, elle a besoin du nude. Hein. Elle va faire un montage sur toi, c'est fini. Mais je te jure. Pour ma part, moi, mon info qui m'a marqué est un peu moins sérieuse que les vôtres. Moi, je suis le cancre de la classe. Moi, l'info qui m'a marqué, c'est la réponse de Chris Rock à Will Smith. Je ne sais pas si vous avez vu. Dans son sketch, là son sketch. Ouais. T'es au courant? Oui, il me semble l'avoir vu. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Chris Rock a fait un one-man show. Vous savez que après la tarte qui s'est mangée aux Oscars de l'année dernière, c'est les Oscars ou c'est les... César? Non, César, c'est en France. Ou les Oscars. C'est les Oscars. Donc, il était en mode silence radio depuis l'année dernière. Il y a peut-être un mois, il a fait un spectacle pour Netflix. Déjà, il a été payé un bon billet. Parce qu'il a négocié avec Prime et tout, apparemment, pour ce show. Et donc, il a répondu à Will Smith. Il a dit,
Il a dit que que tout le monde le traite de bouffon, les rappeurs, tout le monde dans l'industrie le traite de bouffon, et lui, c'est lui qui va chouler. En gros, il a dit c'est le premier mec qui s'est fait tromper par sa femme et qui se fait interviewer par la même femme en mode alors comment tu te sens que j'ai trompé. Ouais, c'est violent. Ça m'a tué de rire. C'est un peu triste, mais c'est drôle aussi en vrai. Donc voilà un peu l'info. C'est drôle, mais ouais, mais ça fait mal en vrai. Hein. Aïe, aïe, aïe. Will Smith, ça, il doit être pas bien. Hein. Il doit être en PLS. Will Smith, le pauvre, il ramasse depuis 1 an. Ouais. Et, il est à bout, le tonton, là. Il est à bout. C'est l'exemple même d'une personne qui s'est montrée vulnérable devant sa femme et sa femme a utilisé l'autre tranchant, on va dire, de l'arme qu'elle avait à sa disposition. C'est l'exemple parfait. Au lieu de le faire, au début, elle le faisait grimper. Il allait super vite, super loin. Honnêtement, il avait toute mon admiration par rapport à son succès. Je pense que sa femme n'est pas totalement étrangère parce qu'au début, je pense qu'elle était pas mal inspirée. Ne serait-ce qu'au lit, d'après ce que j'ai compris, elle a 2-3 talents dans ce cadre-là. Et bien, après, il y a eu un retournement. On ne sait pas quand, on ne connaît pas tous les détails. Bon, je ne suis pas allé voir non plus tous les détails dans ces émissions. Je n'ai pas cette curiosité-là, on va dire. Et effectivement, là, elle a commencé à utiliser ce qu'elle savait sur lui à son encontre. Et là, effectivement, c'est parti en vrille. C'est parti en vrille. Là, aujourd'hui, il est méconnaissable. Parce que c'est pas contenté de lâcher des informations générales. Elle est vraiment allée dans le privé. Comment est-ce qu'il performait au lit. Elle a raconté son histoire avec Auguste Alsina. Ouais, Auguste Alsina. Enfin bref. Bref. Voilà, on va fermer cette rubrique et on va passer au vrai sujet de cet épisode. Les gars, déjà toi, quand j'ai balancé le sujet sur Instagram, tu m'as dit, bon, j'ai pas 30 ans, mais le sujet me parle, j'ai des trucs à dire. Ok, on va voir ce que tu vas dire. Et moi, en fait, j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous appréhendez, enfin, est-ce que tu appréhendes, du coup, la trentaine. Est-ce que tu as une stratégie, est-ce que tu as une vision de ce que tu veux être à 30 ans? Et pour toi, quelle était la vision que tu avais? Est-ce que tu as eu des désillusions? Est-ce que tu es fier de là où tu es arrivé à 30 ans? Et quelle est, pourquoi pas, ta vision un peu pour le futur? On va laisser la place aux plus jeunes. Ok. Aux petits jeunes. Donc du coup, moi, comment je vois les 30 ans qui vont arriver, quelle chose j'ai mis en œuvre pour le moins possible appréhender mes 30 ans. C'est ça? C'est ça. Alors, du coup, moi, c'est vrai que le sujet m'a intéressé parce que pour moi, 30 ans, c'est un âge... c'est un âge. Pour moi, c'est un âge limite butoir. C'est un âge... C'est une base. Et en fait, depuis quelques mois, j'ai appréhendé mes 30 ans parce que je me dis, 30 ans, il faut des choses à 30 ans. Ouais. Pour moi, à 30 ans, il faut être propriétaire. À 30 ans, il faut être chef de famille. Il faut avoir une stature. Il faut avoir une bonne situation financière pour assumer la famille, etc. Et moi, pourquoi je stresse? Parce que je suis loin de là. Je suis loin de là. Donc, comme on en a parlé un peu tout à l'heure, moi, personnellement, j'ai mis des choses en œuvre. Par exemple, moi, c'est ouvrir des business. Ouvrir des business, parce que travailler pour quelqu'un, c'est bien, avoir un CDI dans une grande boîte, etc. Franchement, c'est bien. Il y a des personnes à qui ça leur va très bien. Tu peux faire des crédits pour maison, etc. Mais moi, c'est pas la vision des choses. C'est-à-dire qu'à mes 30 ans, j'aimerais trop avoir mes business, avoir ma femme, pourquoi pas un enfant, et que je sais qu'avec l'implication que je donne dans mon travail, que j'ai construit, je puisse subvenir à leurs besoins. Ouais. Donc, au moins, c'est cet objectif que je veux absolument à mes 30 ans. Voilà. D'accord. Et c'est pour ça que là, j'apprends un peu, parce que j'ai 25 ans, il me reste quand même 5 ans. 5 ans, c'est énorme. Mais pour l'instant, j'ai rien de tout ça. J'ai rien de tout ça. J'ai pas ma stabilité vraiment financière. Il y a quelques business qui tournent, mais j'ai pas la stabilité que j'aimerais avoir. Voilà. D'accord. Et alors, pour toi? Alors, déjà avant 30 ans, avant d'avoir 30 ans, j'avais pour ambition d'être millionnaire. C'était mon objectif, j'étais très ambitieux. Je me souviens, j'avais formulé cet objectif, j'avais 22 ans environ. Je m'étais lancé dans le business à l'âge de 21 ans, dans ces eaux-là, je crois. Et je me disais, à
voilà, moi je suis sûr avant 30 ans je suis millionnaire, je fréquentais des personnes qui me disaient t'inquiète, tu peux le faire, etc. Bon, ça c'est pas exactement. Bon, t'es peut-être millionnaire en centimes, hein. Ou en francs CFA, tu connais. En CFA, c'est facile d'être millionnaire en France CFA. Voilà, c'est une question de point de vue finalement, peut-être en yuan aussi, qui sait. Hein. Non, je suis encore loin de là, mais je me souviens, à 29 ans, j'appréhendais les 30 ans, mais une fois les avoir passés, pour moi, c'était juste un nombre, en fait. Hein. Parce que c'est facile de relativiser. Aujourd'hui, être millionnaire, c'est plus mon objectif. L'indépendance financière, effectivement, est l'un de mes objectifs. Pour moi, pour ma compagne, et pour différents objectifs, pour assumer aussi un mode de vie qui me fait vibrer. Mais oui, bien que ce ne soit plus mon objectif, j'ai quand même toujours de grandes ambitions que je trouve beaucoup plus adaptées à moi. Voilà. Et donc, après avoir passé 30 ans, je me suis dit, oh, c'est pas grand-chose. Et surtout, je me suis souvenu que j'avais lu des livres qui sont très connus, comme Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et il disait que la plupart des personnes qui ont réussi ont pris conscience qu'ils pouvaient vraiment réussir et ont vraiment réussi dans la soixantaine. Un exemple très parlant, c'est le colonel Sanders, KFC. Je crois que t'as dit colonel réel. Ok, il est peut-être millionnaire lui aussi. Il y a moyen. Ah, il y a des chances. Hein. Mais Oui, ouais. c'est vrai que colonel Sanders, ouais, on connaît bien son histoire. Ouais. Donc, comparé à cela, je me suis dit, en fait, j'ai le temps, d'une part. De toute façon, même si le million, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais j'ai le temps de bâtir, j'ai le temps de construire. Et en fait, en plus, il y a aussi un autre truc assez rassurant, c'est qu'aujourd'hui, la trentaine, c'est la nouvelle vingtaine. Clairement. C'est-à-dire, avant, à 30 ans, oui, les gens se voyaient mariés et autres. Il y en a, c'est plus à 40 ans que ça commence à leur arriver. On aurait dit qu'à 30 ans, ils continuent à profiter de la vie comme s'ils avaient encore 20 ans. Il y en a, plus de 30 ans, ils reprennent leurs études, etc. Vraiment, la trentaine, c'est la nouvelle vingtaine. Et vraiment, une fois avoir passé ce cap, je me suis dit, c'est juste un nombre. Et j'ai continué à bâtir ce que je suis en train de bâtir. Et ça va bien se passer. C'est intéressant parce que dans vos deux témoignages ou discours, je ne sais pas comment dénominer ça, il y a des similitudes. Toi, tu as dit construire, tu as dit bâtir. Le même champ lexical. Je pense que nous, les hommes, nous sommes un peu... nous sommes programmés pour vouloir mettre nos proches, la famille, à l'abri du besoin. Et du coup, on a cette charge mentale de se dire, OK, c'est moi qui dois bâtir, c'est moi qui dois construire, créer des business, pour toi aussi. Mais est-ce que ce ne serait pas... Enfin, pourquoi, en fait? Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'égalité homme-femme. Pourquoi est-ce que les femmes n'iraient pas créer du business pendant que nous... on se gratte les fesses dans le canapé. Tu te verrais pas, toi, à la maison, laisser madame aller travailler? Moi, enfin, comment je vois les choses? Tout à l'heure, il parlait un peu du fonctionnement traditionnel. Pour moi, le fonctionnement traditionnel, depuis des milliers d'années, ça a toujours été ça. C'est les hommes, ils vont au charbon, à la chasse, etc. Et la femme, elle prend soin du cadre familial. Mais, enfin, elle prend soin de la maisonnée. Mais on dirait qu'à notre époque, c'est devenu péjoratif de prendre soin de sa maisonnée. On dirait que, voilà. Alors que franchement, c'est un travail aussi qui est plutôt louable. Pour moi, on a chacun notre travail. T'as l'homme, tu ramènes l'argent, et t'as la femme qui s'occupe de la maison. Et pour moi, ça, c'est faire preuve déjà d'égalité. Il n'y a pas besoin d'être égalité vraiment dans tout. C'est pas possible déjà. C'est pas possible. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, pourquoi, et finalement, je ne suis pas là en train de me la couler douce et je demande à la femme d'aller bosser. Je ne suis pas loin de rejoindre Tommy, hein, clairement, à savoir que moi aussi, j'ai une conception assez traditionnelle, clairement. J'ai une compagne, depuis un bon moment avec elle, on a des projets de famille, des choses comme ça. Et on en a parlé. On en a parlé finalement de ce qui... d'après moi, est le rôle d'une femme, ce qui, d'après elle, est le rôle d'une femme, et effectivement, pareil pour l'homme, etc. N'est-ce pas? À mon sens,
l'homme, c'est celui qui confronte le monde réel. Quand l'homme confronte le monde réel, il doit gérer la concurrence, il doit passer au-dessus de la concurrence, c'est ça un mal alpha après tout, n'est-ce pas? Il doit créer des choses, bâtir des choses, prendre des risques, etc. Et moi je dirais que quand l'homme assume son rôle, en tout cas traditionnel, il s'épanouit. Quand il n'est pas capable de faire cela, soit il essaie de se reprendre, soit il entre effectivement dans ces concepts un peu progressistes, de l'égalité, des choses comme ça. Moi, l'égalité, j'y crois pas, je te le dis en toute simplicité, j'y crois pas. L'égalité dans quel sens? Donc, la femme peut bosser, la femme peut apporter l'argent, lui peut être un homme au foyer, des choses comme ça. Effectivement, on peut nuancer pendant l'espace d'un moment. Moi, personnellement, je me suis dit que si j'ai des enfants, j'aimerais les voir grandir pendant un certain nombre de temps, entre 1 à 3 ans. Donc, pendant ce laps de temps-là en particulier, c'est pour ça que je préfère aussi avoir l'indépendance financière à ce moment-là, bah, je veux passer le maximum de temps avec eux. Donc, si ma compagne, elle, décide d'aller bosser, grand bien lui fasse, mais elle ne le fait pas pour nous. Elle le fait pour elle. Pourquoi? Parce que moi, j'ai l'indépendance financière. J'ai pas besoin de ses deniers, en fait, en réalité. J'ai pas besoin de son argent. Mais juste pour nuancer, simplement, un homme peut s'occuper de ses enfants, d'accord? Mais il n'a pas à prendre le rôle d'une femme. C'est à la femme de s'occuper des enfants. Pourquoi? Elle a porté les enfants pendant 9 mois. Il y a un lien particulier, c'est prouvé aussi, dans les hormones du lait qui se trouve dans le sein, effectivement. Il y a des choses qui sont bonnes pour la croissance de l'enfant. C'est pour ça qu'il vaut mieux donner le sein, par exemple, pour les femmes, hein, au lieu de donner du lait en poudre. On le sait qu'il y a des liens particuliers qui se font, et l'enfant a besoin aussi d'exemples. Ce que j'entends par là, c'est qu'il a besoin d'un exemple masculin et d'un exemple féminin. Donc, dans ce cadre-là, ça veut dire que l'homme, s'il n'assume pas le fait d'être un homme, il se comporte comme une femme, soi-disant parce que tout est égalité, donc tout est interchangeable, n'est-ce pas? Quel exemple on donne à l'enfant? Il est confus. Il ne sait pas ce que c'est que de confronter ce monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si le rôle de l'homme, c'est de confronter ce monde, l'enfant, pour apprendre à confronter ce monde, s'inspire de l'exemple masculin. Mais s'il n'y a pas d'exemple masculin, qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce qu'on pourrait... L'enfant est dans le déni. Est-ce qu'on pourrait expliquer quel serait le comportement d'un homme? Parce que tu dis que l'enfant a besoin d'exemples, ce qui est vrai, et qu'un homme doit se comporter comme un homme. Comment est-ce qu'un homme se comporte? C'est une bonne question. Pour moi, déjà, j'ai utilisé plutôt le mot masculin. Parce que parfois, certaines femmes ont cette attitude-là d'homme, on va dire, très masculine, sans forcément être des hommes. Hein. Ce sont des femmes très, très, très sexy qui connaissent et qui sont parfois aussi très traditionnelles, mais elles ont cette force qui est très masculine aussi parfois, lorsque c'est nécessaire. Alors pour moi, un comportement masculin est un comportement déjà qui est basé sur la loyauté et l'intégrité. Lorsqu'un homme prend un engagement, il doit le tenir. Sinon, c'est pas vraiment un homme, c'est un petit garçon. Okay? Parce que quand tu prends tes responsabilités et que tu les tiens, tu es un homme parce que tu sais que de toute façon, si tu les tiens pas, tu vas devoir tôt ou tard en payer le prix. Un petit garçon, lui, peut se permettre de pas tenir ses engagements. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui va en payer le prix. D'accord, je vois. Hein, ce seront ses parents, ce sera peut-être sa femme si cet homme a du mal à s'assumer comme un homme. Ou alors ce sera l'État. Ce sera l'État, oui, parce qu'après tout, l'État est très, très paternaliste dans certains pays. Et donc, oui, effectivement, quelqu'un d'autre va prendre la responsabilité. Donc, il peut faire tout et n'importe quoi. Ça, c'est le petit garçon. Passé d'un certain âge, normalement, après 18 ans, il prend ses responsabilités. S'il ne les prend pas, il paye le prix. Et pour moi, ça, c'est le comportement masculin. Prendre des engagements et les tenir. J'appelle ça la loyauté et l'intégrité. Je peux pas passer après ça. Là, il a fait une masterclass. Je peux pas passer après ça. Ça va partir en réel direct. Mais toi, du coup, t'en penses quoi? Alors moi, déjà, je réponds à la première question que je vous ai posée. Comment est-ce que je voyais ma trentaine et comment est-ce que je vois le futur.
Déjà, moi, moi j'étais à 1000 années-lumière de m'imaginer qu'à mon âge, à mes 30 ans, je serais encore au point où j'en suis aujourd'hui. Parce que je me voyais, bien sûr, comme tout le monde, beaucoup plus loin. Mais la réalité te rattrape et te met des grosses gifles dans la gueule. Donc, ça ne s'est pas passé comme prévu. Moi, déjà, je me voyais indépendant financièrement à 27 ans. À 27 ans, je me disais, je ne travaille plus, je suis mon propre boss. Enfin, pas que je ne travaille plus, mais que je suis mon propre patron. Parce que j'ai toujours été un gars plutôt ambitieux, un gars qui cherche du business, un gars qui essaie de trouver des solutions. Et je me disais, 27 ans, je suis à mon compte et je suis autosuffisant. 30 ans, comme lui, 30 ans, je suis millionnaire. Ouais. Mais en fait, pareil, enfin, je ne vais faire que répéter ce que vous avez dit, mais mon but, c'était de mettre ma famille au besoin, à l'abri au besoin, à l'abri du besoin. Parce que quand aucun d'entre nous ne veut voir sa mère trimer dans des travails, dans des tafs usants jusqu'à 64 ans. On préférerait les mettre à la retraite le plus tôt possible. Donc je pense que très tôt dans nos vies, on a cette charge mentale. Enfin, je mets des guillemets parce que, bon, bref. On a cette charge mentale de se dire, ok, là c'est la galère, faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Mais ce quelqu'un, c'est nous. On est les seuls à pouvoir, entre guillemets, en plus si t'es aîné dans ta famille, toi c'est le cas, je sais pas. J'ai un petit frère de grande sœur, mais... Parmi les mecs, ouais. Ah bah oui, on est les mecs. Donc c'est à toi un peu de... On te remet un peu cette charge où on te dit, pas vraiment de façon explicite, mais en gros, on compte sur toi. Et c'est toi qui vas nous sortir de la galère, tu vois. Et moi, ce truc-là, on me l'a jamais vraiment fait, on me l'a jamais vraiment dit explicitement dans ma famille. Mais depuis que je suis jeune, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours aidé les parents, etc. Donc ça te construit l'idée que si il doit avoir un changement de classe sociale, ça doit passer par toi. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours essayé, dès qu'on a eu 18 ans, on s'est lancé dans le MLM. On en a fait 3. On en a fait 3. Ça a été des flops. Les 3, ça a été des flops. Après, j'ai essayé autre chose. Après, j'ai encore essayé autre chose. Mais ça n'a jamais fonctionné, malheureusement, comme on le voulait, tu vois. Et là, tu te retrouves à 30 ans, tu te dis, putain. Pourtant, ils disent que quand on veut, on peut. Moi, je veux. Moi, je veux, c'est comment, qu'est-ce qui se passe, là? Et la réalité te frappe et tu vois que la vie c'est pas si facile que ça en fait. La vie c'est pas un miracle. Ouais. La vie c'est pas Casa de Papel. Mais au moins vous avez déjà l'état d'esprit à 18 ans d'entreprendre, de faire quelque chose. Ouais. Pour moi, rien que d'avoir cet état d'esprit là, t'es déjà dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu sais, t'as beaucoup de personnes. Il y a pas longtemps, j'avais un appel visioconférence avec un monsieur, il avait genre une 50aine d'années, il était assistant chirurgien, etc. Mais c'est que vers 50 ans qu'il a commencé à se réveiller et qu'il s'est dit, bon, j'ai envie de laisser quelque chose pour mes enfants, j'ai envie d'entreprendre quelque chose. Et il s'est réveillé vers 50 ans. C'est-à-dire que nous, en réalité, on a de la chance. Parce que moi, là, j'ai 25 ans aujourd'hui. Pareil, j'ai commencé vers 17-18 ans. Vous, vers 18 ans, voire avant. Mais on avait déjà l'état d'esprit entrepreneurial. Et comme on parlait un peu tout à l'heure, c'est que même si on n'a pas réussi dans ce cas-là, en fait, ça nous forme, ça nous façonne. Ça nous rend peut-être plus fort pour les prochains business. On apprend d'autres compétences. Donc, en fait, on est dans le bon chemin. Après, à un moment donné, ça va payer. On ne peut pas taper dans le vent. À un moment donné, ça va payer, c'est sûr. Oui, on n'a pas le choix, on est obligé d'y croire. Parce que ce qu'on aime bien se dire souvent, c'est que frérot, peu importe le temps que ça met, peu importe le nombre de business que j'essaye, un jour, je vais trouver un business qui va marcher. Et on en rigole. Des fois, on va manger des fois au restaurant, c'est des restaurants et on discute beaucoup. Et on se dit souvent ça en rigolant, mais c'est vrai en fait. Tant que tu ne trouves pas quelque chose qui marche, tu n'arrêtes pas en fait. Parce que nous, enfin, je vais parler pour moi. Moi, en tant qu'homme,
Mon objectif, c'est de m'accomplir. Si je ne suis pas accompli en tant qu'homme, que je ne suis pas arrivé à un certain stade financier dans ma vie, enfin, financier, spirituel et même physique dans ma vie, je ne serai pas à 100% épanoui. Je sais que pour être épanoui, j'ai besoin de mettre ma famille à l'abri, j'ai besoin d'avoir telle activité à côté, business ou autre, et d'être bien spirituellement et dans mon corps. Donc je pense qu'avec tout ça, tu peux être épanoui dans ta vie. Mais sinon, enfin pour moi en tout cas, en tant qu'homme, encore une fois, c'est compliqué. Si tu ne provides de rien, en vrai, notre valeur en tant qu'homme, c'est d'être des providers. C'est d'apporter quelque chose à ta famille, à ta femme, à tes enfants. Et si tu n'apportes rien, bah, c'est compliqué, tu vois. Ouais, que sur notre lit de mort, on soit... Bah, en fait, qu'on a accompli ce qu'on avait à accomplir, quoi. Que même si c'est... Voilà, on arrive sur le lit, on va bientôt mourir. J'ai réussi à mettre la famille à l'abri. Et au moins, peut-être 1 ou 2 générations, ils sont à l'abri. J'ai laissé ma femme et les enfants, ils sont bien. C'est un accomplissement. Comme tu as dit, c'est le rôle de l'homme, en réalité. C'est vrai. Bah, je vais rejoindre ce que disait Tommy. Il y a une phrase qui dit « Le succès est un voyage, pas une destination ». Donc, le simple fait, effectivement, d'avoir cet état d'esprit, d'être sur ce chemin-là, finalement, c'est l'essentiel. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'on va retenir, finalement, à la fin de notre vie ? Finalement, les bons moments. On ne se rappellera pas du nombre de ventes qu'on a fait. On se rappellera les bons moments, mais c'est les bons moments passés avec les gens qu'on aime, les bons moments dans des pays qu'on ne connaissait pas, à rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas, à expérimenter des choses qu'on ne connaissait pas, parfois même frôler la mort et finalement survivre et se dire « Waouh, c'était une expérience fabuleuse, extraordinaire ». C'est ce dont on va se rappeler à ce moment-là. Et effectivement, je pense que si on n'est pas en train de se déployer, de s'accomplir dans les différents domaines, on aura beaucoup moins de moments de ce type-là. Par exemple, si on a beaucoup d'argent, on a plus d'opportunités, on a plus de choix. Au lieu d'aller dans un hôtel, je ne sais pas moi, par exemple à Lyon, on peut aller à l'étranger dans un hôtel 5 étoiles. Bien sûr, c'est des options. Par exemple, on a des options supplémentaires. Et c'est ça que permet effectivement le fait d'explorer ces possibilités. Et nous, en tant qu'hommes, par exemple, si on explore nos possibilités, on a plus de bons moments que l'on peut emmagasiner et faire vivre aussi à nos proches. On aura quelque part marqué notre famille. Et si on a beaucoup de chance, on a même la possibilité, chance, ça se provoque bien évidemment, mais on a aussi la possibilité de marquer, pourquoi pas, notre clan, notre tribu, notre pays, le monde, pourquoi pas, si on crée un projet qui est suffisamment vaste pour impacter le monde positivement. Ouais, effectivement, je pense que c'est ça tout l'avantage, en plus du fait d'avoir des choses matérielles qu'on ne va pas emporter dans la tombe, c'est tout l'avantage de s'accomplir en tant qu'homme en essayant, quelque part, le mot est un peu osé, je vais l'oser, en essayant de conquérir quelque part. Il a osé. Il a osé. J'ai osé. Mais les hommes sont des conquérants. C'est pas un mot qui me choque. Les hommes sont des conquérants. C'est pas quelque chose de choquant. Alors, quels seraient vos conseils pour des personnes qui approchent la quarantaine et qui sont en panique ? Comment est-ce que pour vous, une personne pourrait approcher de façon soft, sans stress, la trentaine, à votre avis ? La trentaine Bah... La date fatidique. En vrai, dans tous les cas, moi, je dirais à la personne, lance-toi. Trouve un projet, lance-toi. Dans tous les cas, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Enfin, tu vois, en plus, on est en France. En France, on a grave des aides. On a toujours une personne qu'on connaît qui pourra peut-être nous héberger si vraiment, dans un cas extrême, il se passe quelque chose. Mais moi, juste lance-toi. Passe à l'action. Réfléchis pas trop. Faut réfléchir un peu, mais pas trop. Vaut mieux se lancer
Et le processus va te former. Et durant le processus, tu vas prendre des décisions qui vont te ramener à une destination. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment de se lancer. Peut-être dépasser cette barrière, des fois, cette contrainte que notre cerveau nous met tout seul. Hein. Ouais, mais entreprendre, c'est ci, entreprendre, c'est ça. Non, lance-toi, fonce, vas-y. En plus, franchement, j'ai dit, on est en France. Tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. En plus, si t'as pas d'enfant, t'es célibataire, c'est le moment de faire quelque chose. Hein. C'est le moment de faire quelque chose. Donc moi, je dirais à la personne, juste passe à l'action. Passe à l'action. Même si au début, c'est peut-être un peu de manière, on va dire, un peu brouillon, mais au moins, tu passes à l'action et petit à petit, tu connais le petit Pulse, il va se construire petit à petit. Au début, c'est brouillon et petit à petit, voilà, comme un Pulse. Un Pulse, au début, c'est brouillon. Ah, ouais, vas-y, il y a trop de pièces, c'est compliqué. Allez, je passe à l'action une. Au début, tu galères un peu et petit à petit, tu construis quelque chose. Et tu atteins ta destination. C'est une belle image. Ouais, mais moi, je me suis kiffé là sur ce moment-là. Ouais, franchement, t'es pas mal l'image. Et toi, frérot, comment est-ce que... Imagine que tu parles à ton petit frère. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ça tombe bien parce qu'en plus, j'ai 2 petits frères. J'en ai un qui va... il s'approche grandement, là, dangereusement même, j'ai envie de dire, parce que... il va avoir 30 ans en septembre. Ah bah oui, c'est plus près que ce que je croyais. Tout à fait. Ok, d'accord. Bon. Il est dans la merde. Alors, quelqu'un qui appréhende, je lui dirais, déjà, fais de ton mieux. Une fois de plus, c'est le voyage qui compte, pas la destination. Donc, fais de ton mieux. Et de toute façon, si avant 30 ans, tu n'as pas réalisé tes projets, c'est pas grave. Parce que l'idée, c'est pas de réaliser le projet, c'est d'être en cours de réalisation du projet. Et voilà. Et pour toi qui veux quand même réaliser quelque chose, si tu as échoué, je t'invite à continuer d'échouer. Pourquoi ? Jusqu'à réussir. Il y a une expression que me disait l'un de mes mentors. Il disait... Si tu veux réussir, tu n'as pas besoin d'avoir raison 51% du temps, tu as juste besoin d'avoir raison une seule fois. Tu peux faire 10 business dans lequel tu te casses la gueule. 10 business. Et le 11e, c'est celui qui explose tout. Pourquoi ? Il y a une expression qui dit « La chance, c'est lorsqu'une opportunité rencontre une personne qui est prête. » Et ces 10 business t'ont préparé. Lorsque l'opportunité est arrivée, parce que tu es prêt, tu as tout explosé, tu as tout pété. Et voilà. Ça, c'est fort. J'aime beaucoup. C'est bien. Encore une masterclass de Rainer. On est ridicule à côté. Je crois qu'on va partir tous les deux, on va le laisser faire. Alors, moi, j'aimerais aborder une autre chose avec vous. Est-ce que vous pensez qu'à 30 ans, on doit avoir un comportement particulier ? Est-ce que tu dois, par magie, devenir mature ? Parce que, encore une fois, je vais parler pour moi. Et les gars, moi, j'ai pas 30 ans. Hein. moi, dans ma tête, là, c'est comme si j'avais 20 ans. Parce que j'ai l'impression que quand je vois les autres gars de 30 ans, moi, j'ai des amis qui ont des jeunes familles, qui ont des enfants. Putain, mais ils ont une vie, ils sont carrés et tout. Je suis là. Ah ouais, c'est ça d'être grand, en fait. Putain, on a le même âge, mais on n'a pas le même âge. Hein. Est-ce que vous avez cette même vision de la mentalité qu'on doit avoir à 30 ans ou est-ce que pour vous, il n'y a pas d'âge ? Non, pour moi, il n'y a pas d'âge. Hein. Je sais qu'en plus, je pensais à ça, carrément, c'était hier. En fait, il y a une personne, pareil, elle a son entreprise et tout, elle gère bien son entreprise, hein. Elle gagne bien son argent, etc. Et c'est une personne, entre guillemets, on va dire que, pas dire j'idolâtrais, parce qu'idolâtrer, c'est un grand mot, mais j'avais beaucoup de respect envers lui. Parce qu'à chaque fois que je voyais dans des événements, il avait une carrure, une stature, toujours propre sur lui, etc. Et quand je l'ai côtoyé, il a une famille et tout, et quand je l'ai côtoyé, genre de manière, on va dire, plus personnelle, plus proche, mais je me dis, mais ce mec-là, en fait, c'est un fou dans sa tête. On dirait un préadolescent limite. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, mais pourtant, ça n'a pas enlevé, on va dire, le respect que j'ai envers lui, etc. Donc, non, moi, je pense pas que tu dois avoir forcément une stature. Enfin, tu dois faire ce que tu as à faire en tant qu'homme. Et point. Après, ta personnalité, c'est autre chose. Ta personnalité, des fois, quand tu as un moment de divertissement, tu es un peu gamin. Même tu as 30 ans, 35 ans, franchement, c'est pas grave. Si à côté, tu assures, par exemple, dans le cadre familial, tu assures dans tout ce qui est important. Dans tout ce qui est important. Pour moi, après, la personnalité, tu n'es pas obligé d'être là, costard, cravate, etc. Non, pour moi, ça, c'est...
C'est deux choses différentes. J'aime bien ce que tu viens de dire. Voilà, tu vois là. Je valide. Les gars, voilà, j'ai bien rassuré, hein, mais. Et pour toi alors? Toi, je sais que t'es quelqu'un d'assez sérieux, toi. Ouais, c'est vrai, c'est T'es vrai. très posé, t'es très C'est mature vrai. comme gars. Il n'y a pas forcément de comportement typique une fois passé 30 ans. Pour ma part, et là je vais parler uniquement pour ma part, passé 30 ans, je me suis dit, ok, t'as passé 30 ans, c'est qu'un nombre. Mais dis-toi qu'avant 30 ans, tu as pris énormément de risques. Aujourd'hui, tu vas prendre des risques, mais de manière plus mesurée. Avec un peu plus de prudence. C'est comme si avant, je me disais, c'est pas grave, si je me casse la gueule, tant pis. Aujourd'hui, je me dis plutôt, je préfère me casser la gueule à moindre mesure. Donc, je fais preuve de plus de prudence. D'accord. Ça, c'est clair. Mais je parle pour moi, uniquement pour moi. J'ai des amis à 40 ans, c'est encore des gosses. Hein. Honnêtement. Et ça leur va très bien, tant qu'ils assument les responsabilités qu'ils ont dit qu'ils assumeraient envers eux-mêmes ou envers leur famille. Et d'ailleurs, je dis tant, chacun fait ce qu'il veut après tout, mais bon. Effectivement, j'observe des gens, souvent c'est assez corrélé, lorsqu'ils font les gamins, ils ont du mal à prendre leurs responsabilités, à se comporter de manière masculine. Maintenant, ceux qui, eux, aiment faire les gamins et prennent leurs responsabilités, j'ai envie de dire, waouh, c'est leur personnalité à eux, et c'est parfait, c'est très bien pour eux. Voilà, c'est ça. Donc, t'inquiète, mec, c'est ta personnalité. Mais c'est un peu mon objectif d'être comme ça parce que je trouve que garder une âme d'enfant, c'est très important. Tu vois. Avoir un œil innocent un peu sur le monde. Moi, tu sais, ma femme dit que je suis un peu trop... quand on était en voyage, elle disait que j'étais un peu trop naïf, tu vois, à croire que tout le monde est gentil et mignon, tu vois. Alors que dehors, il y a des serpents, tu vois. Donc, j'ai un peu ce côté où j'aime bien déconner, je suis un gamin, mais quand c'est le business, bah, je m'y mets à fond, tu vois. Et je pense que c'est une dualité qui est importante pour ma personne. Bon, les gars, malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps. Le temps est passé trop vite. Alors, on va conclure l'épisode avec les recommandations. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans la pop culture, si vous voulez, je commence. Ah, vas-y. Alors, moi, déjà, j'en ai deux. J'ai la série Viking, que j'ai fini juste la semaine dernière. Et cette série, elle est énervée. On floqué, on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. Mais cette série, elle est énervée. Donc, je vous conseille d'aller regarder, d'aller streamer Viking. Mais encore mieux, je vous conseille d'aller streamer. Mais moi, je regarde l'iPad alors que tu regardes par photo. Je vous conseille d'aller streamer Blackish. C'est une série avec Anthony, je sais pas quoi. C'est une série afro-américaine, comique et politique, qui est très drôle et qui parle des conditions des Noirs aux États-Unis. En fait, c'est une famille qui a monté les échelons, qui sont devenus... La femme est médecin, le mari travaille à un gros poste dans la com, et les enfants sont dans des écoles privées, dans des quartiers de blancs, tu vois. Et donc tu vois des circonstances où ils sont confrontés au racisme, et en fait, ça raconte très bien, avec beaucoup d'humour, et ça parle aussi des cheveux afro acceptés. Bon, c'est une série très politique, mais très drôle. Donc, je vous conseille d'aller checker ça, c'est sur Disney. Alors, et pour vous? Moi, j'ai kiffé l'album d'Amza. Sincèrement, ouais, de ouf. Je l'ai pas encore écouté. J'avais écouté. Franchement, il est lourd. Hein. J'écoutais pas trop du Hamza, mais là, j'écoutais son album. Je me dis, ouais, presque tous les sons, ils sont lourds. Hamza, il dit trop négro, ça m'énerve. Il est trop. Mais franchement, voilà. Et. Moi, franchement, c'est l'Attaque des Titans. Attaque des Titans. L'Attaque des Titans. Mec. Il y a le petit fil qui ne sait pas. Dis-toi que moi, avant, j'étais genre anti-animé, tu vois. Ouais. Je me rappelle quand j'étais à l'école, tout ce qui est lycée, BTS, les gens ils parlaient d'animé, j'étais là, wesh, mais comment des images animées peuvent me créer des émotions? Moi, j'étais, mais les gars, ils sont fous. Les gars, ils sont fous. Pour moi, les mangas, c'était comme Bob l'éponge, tu vois. C'est... non, désolé, hein. Franchement, désolé. Hein. C'est un blasphème, hein. Désolé. Il n'a pas encore 30 ans, lui, pardonne. c'est ça. Et durant le Covid, je me suis dit, bon, des fois, il faut essayer les choses avant de juger. Et j'ai commencé l'Attaque des Titans et je suis devenu fou.
je suis devenu fou. Un chef-d'œuvre. Si quelqu'un veut commencer peut-être les animés, voilà, tout ce qui est manga, etc., cet univers-là, regardez l'Attaque des Titans. Vous allez voir que, en fait, ce que j'ai kiffé avec les Japonais, c'est que par exemple, les Américains, les Français, bref, le monde cinématographique, ils mettent toute leur intelligence et toute leur imagination dans les films. Mais au Japon, eux, la culture, voilà, tout ce qui est côté asiatique, eux, dans leur culture, ils mettent toute leur imagination dans les animés. Ça veut dire que il y a des raisonnements, des trucs, mais c'est incroyable. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont sniffé pour avoir des scénarios comme ça? C'est pas possible. Mais moi, ce que je trouve passionnant, c'est que les Japonais, enfin ceux qui écrivent des mangas, les mangakas, ils arrivent à te rendre n'importe quel sujet épique et passionnant. C'est incroyable. Il y a des mangas sur la cuisine. Il y a des mangas sur le ping-pong, frère. Mais il y a des mangas sur le vélo, frère. Sur le volet. Sur le volet. Ils arrivent à te rendre les trucs épiques. Mais je me suis retrouvé en train de regarder un manga de bouffe. Food War, je sais pas si tu connais. Oui, c'est vrai, je connais. Un manga de mes frères. Ouais. Mais tu regardes un manga et ils font la cuisine. Et c'est stylé de ouf. Ils sont trop forts. Enfin, bref, Ils sont trop forts. Ouais, alors pour ma part, bon là ça va être un truc un peu plus... je suis même plus sûr qu'on puisse parler carrément de pop culture, mais il y a un homme qui est très connu en Afrique et qui en fait vient de France et qui est très connu pour que l'Afrique francophone, les pays d'Afrique francophone puissent retrouver leur souveraineté. Il s'appelle Kemi Seba. Ouais. C'est parce que dernièrement il avait été interviewé sur une chaîne française qui s'appelle LCP. Et l'interview était tellement lourde que l'interview a été censurée, littéralement. C'est-à-dire, il devait passer à la télé et effectivement, ils ont juste censuré la chose. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Et c'était très, très intéressant parce que j'ai trouvé l'interview en question, l'interview interdite. Je l'ai trouvée et c'était vraiment très intéressant parce qu'il se passe qu'il a sorti un livre et que je recommande pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est souveraineté africaine, intéressé aussi par connaître la culture noire, d'où est-ce que nous venons, c'est très important parce qu'il faut savoir que nous sommes la toute première culture de ce monde, donc il est important de savoir d'où est-ce que nous venons. Il a écrit un livre qui s'appelle Philosophie de la panafricanité fondamentale. Je répète, parce que j'ai un peu bégayé. En description. En plus, c'est enregistré trop tard. Ça s'appelle Philosophie de la panafricanité fondamentale. Voilà, c'est pour ça que j'ai mon portable, c'est pour pouvoir lire. Et vraiment, je vous le conseille. C'est un livre théorique. Il raconte pas sa vie ou quoi que ce soit dedans. C'est vraiment un livre philosophique où il explique précisément, nous les Noirs, dans quelle culture nous sommes. Et quand on parle des Noirs, je ne parle pas uniquement des Africains. Je parle des Noirs qui se trouvent en Europe, aux États-Unis, certes aussi, les Afro-Américains, bien évidemment. On peut parler des Noirs en Amérique du Sud, en Amérique centrale, mais aussi qui se trouvent en Australie, nos cousins aborigènes, et également aussi les Noirs qui se trouvent dans la vallée de l'Indus en Inde, qui sont d'ailleurs, eux, à l'origine de la tradition hindoue, qu'on appelle les Dravidiens. Je vous invite à taper ce nom sur Google et de regarder les images. Ils ressemblent véritablement à des Éthiopiens. Et donc, c'est très intéressant de savoir d'où est-ce que nous venons pour savoir où nous allons. Bien sûr. Et donc, je vous invite vraiment à lire ce livre et à suivre cet homme. Il a une façon de parler qui peut parfois être heurtée. Je vous invite à aller simplement au-delà. Aller au-delà et d'écouter ce qu'il dit. Il y a de la sagesse. Et on voit que cet homme-là ne fait pas les choses tout seul. Il s'appuie sur les épaules de géants. Nickel. Merci beaucoup pour ce partage. Je vais aller checker ça. Je veux bien que tu m'envoies le lien de l'interview. Et les gars, c'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous. J'espère que vous reviendrez pour le prochain sujet qui sera aussi très intéressant. Les gars, on va se laisser ici. Mais surtout, avant qu'on parte, n'oubliez pas, celui qui suit sa propre étoile est toujours assuré d'arriver à bon port. Et si vous voulez parler de quelque chose, si vous avez un sujet en tête que vous voulez qu'on aborde, et peut-être même que vous voulez nous rejoindre pour taper la discute avec nous et parler de manga et de panafricanité, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aux frérots ici présents. Le réseau sera dans la vidéo ici. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.